la partie sioniste, moi je dis ça. Et ils disent Gaza comme une économie, ils gagnent de l'argent avec les armes qu'ils disent qu'ils testent là-dedans. Et deuxième chose, voilà, c'est une partie. Actuellement, il y a des étapes de génocide. Actuellement, on est dans les dernières étapes de génocide. C'est justement évacuer tout le monde, autrement exterminer tout le monde. Je laisse maintenant le Dr Hicham. Justement, on va témoigner du Dr Hicham pour les trois missions qu'il a fait à Gaza, et puis aussi se présenter. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et pour ce film. Très dur à voir. Même pour moi qui ai été, c'est toujours très dur, surtout de se poser la question, parmi tous les gens qu'on vient de voir dans ce film, combien sont encore en vie, de tout ce qu'on a vu, de toutes ces rues, de tous ces bâtiments, aujourd'hui il n'y a plus rien. Et j'ai rien reconnu en fait, rien. Et l'hôpital en fait, c'est la fin que j'ai compris qu'il s'agissait de l'hôpital Shifa. Parce que l'hôpital Shifa n'existe plus. Moi j'ai visité l'hôpital Shifa, il était en ruine. Et Shifa c'était le plus grand hôpital de toute la Palestine, Israël incluse. Aujourd'hui il n'y a plus rien dans Shifa. Je m'appelle Hicham, j'ai été à Gaza en avril, juillet et décembre en tant que médecin. J'ai participé donc, à 3 missions médicales. J'ai travaillé aux urgences là-bas en première ligne. Ayant des compétences en polytraumatisé, j'ai été le responsable des arrivages massifs. Donc mon but était de donner un coup de main. Même ma première surprise en arrivant à l'hôpital Kamel Radwan, toute première mission, je suis arrivé aux urgences et j'ai demandé où est l'équipe médicale, qui est le médecin. On m'a dit c'est toi, parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait que des étudiants. J'ai demandé où sont les médecins. On m'a dit ils sont morts ou ils sont emprisonnés. Et on attendait de moi que je fasse un miracle. Et j'étais très motivé, donc je suis arrivé avec plein de bonnes énergies, après avoir regardé des centaines et des centaines de vidéos pour me préparer. Et dès que je suis arrivé, j'ai tenu peut-être 6 minutes, 7 aux urgences, avant de sortir pleurer dehors. 6 minutes, pas plus. Et dès que je suis sorti dehors, j'ai retrouvé mes 9 autres collègues, tellement c'était violent. Tellement c'était violent. Et tout ce qu'on voit ici, en fait, je suis désolé de le dire, mais actuellement, c'est 1000 fois ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans ces vidéos. Tous ces corps en miettes, etc., c'est notre première mission en passant par l'Égypte, le terminal de Rafah, le terminal de la honte. Déjà en arrivant, vous nous avez supprimé 50% de nos bagages, plein de médicaments qu'on a dû laisser derrière. Donc ça c'est l'hôpital Kamel Radwan. Donc tous ces étudiants que vous voyez autour, à gauche, ce sont tous des étudiants en médecine. Et Yasmine à droite était une infirmière avec laquelle j'ai été en mission. Dans cet hôpital, très rapidement, en fait, on se rend compte qu'on ne va pas être très efficace. Car la première heure, vous essayez de comprendre ce qu'ils ont comme matériel, vous vous rendez compte qu'ils n'ont même pas de compresse. Bien sûr, ils n'ont pas d'anesthésiant, pas d'antibiotiques, pas d'antidouleur. Et dès que j'arrive, il y a eu un arrivage massif de patients, et puis très vite, en fait, tu te mets dans le bain. Au début, tu essayes de sauver tout le monde, et puis tu comprends qu'en fait, il faut commencer à trier. Et trier, ça veut dire, lui, on le laisse mourir, lui, on essaie de le sauver. Et par exemple, le brûlé qu'on a vu à la fin, ce type de patient, typiquement, aujourd'hui, on le laisse de côté. Parce qu'il est foutu. Il va s'infecter, il va consommer beaucoup trop de médicaments. Donc c'est le type de patient qui reçoit une étiquette noire, et on le met de côté, et on le laisse mourir. On préfère essayer de sauver ceux qui ont réellement une chance. Donc
Donc là, dans mon petit sac, vous voyez la seringue qui dépasse. Ça, c'était les drogues que j'avais pu amener avec moi. J'avais pu amener pas mal de kétamine, de morphine. Je pensais en fait en avoir pris pas mal, mais déjà au bout de 4-5 jours, je devais déjà rationner énormément. Pourtant, j'avais pris des doses monstrueuses. Il me faudrait 10 ans pour les utiliser ici. En 5 jours, j'avais plus. Ces images, elles sont assez parlantes. À gauche, c'était la dernière ampoule de morphine qui me restait. Je l'ai pris en photo parce qu'elle était très symbolique. Et à ce moment-là, j'étais dans la salle de réanimation et je regardais autour de moi. Et je me posais la question en marchant entre les corps, en me disant à qui je vais la donner. Et donc il y avait un nourrisson, il hurlait, mais finalement, il n'avait pas grand-chose. Et j'allais un peu plus loin et je trouve un enfant de 4 ans brûlé. Et c'est lui qui l'a reçu. Finalement, il a été soulagé pendant quelques heures. Mais après, il n'y avait plus. Et à droite, c'est le stéthoscope couvert de sang. Et en fait, ça semble anodin, mais jamais, en fait, on a du sang dans le stéthoscope ici, jamais. C'est des choses qu'on ne connaît pas ici en Europe ou dans nos pays actuels. Ça, c'est les types de balles qu'on retirait des corps. Donc les balles que vous voyez en bas, les gros calibres, sont tirés par les hélicoptères. Et donc, quand quelqu'un vient avec une balle comme ça, c'est pas fait pour blesser, c'est fait pour décapiter. Donc les gens qui reçoivent ce genre de balles, ils viennent avec des trous dans le ventre gigantesques ou des jambes sectionnées. Et il y en a tous les jours. Et ça, c'était durant la mission du mois de juillet. En juillet, on a vu énormément d'attaques de drones. Énormément d'attaques de drones. Et les balles que vous voyez tout en haut sont les balles tirées par les drones. Et on a dû les retirer de nombreuses têtes d'enfants. Car ces drones, en fait, ils visent avec une précision chirurgicale, mais ils visent des enfants, des nourrissons. Lorsque la balle, on la retrouve ici et que c'est un nourrisson, clairement, il a été visé, c'est pas une balle perdue. Voilà, lui, l'enfant à gauche, par exemple. Sur son body, c'est écrit « petite mais dangereuse ». Elle a pris une balle dans la nuque. Donc ça, c'était filmé avec mon appareil. Et à droite, c'est le type d'enfant, en fait, qui a seulement quelques mois. Et j'avais avec moi un appareil d'échographie portable. Et puis, mon boulot, finalement, ça devenait le tri. Parce que, finalement, avec un bon tri, vous essayez de sauver le maximum de gens. Et avec cet appareil, je devais faire une écho et en quelques secondes savoir ce qu'on devait lui faire. Et derrière moi, il y avait un autre médecin qui, lui, devait mettre le tuyau dans le thorax et autres. Et donc je passais sur tous les patients en disant lui, non, ok, lui, prends-le. Et ensuite, dès que tu as fait ton premier tour, bah, tu le suis et tu rentres littéralement ton doigt. Tu rentres ton doigt dans les thorax pour décomprimer les thorax des patients qui arrivent et qui se noient dans leur propre sang. Et il n'y a pas d'antidouleur, donc tu le fais à un enfant et l'enfant ne comprend pas pourquoi tu lui fais ça. Donc il retient ta main et toi tu le forces. Parce que tu sais que si tu ne le décomprimes pas, il meurt dans les secondes. Et donc tu as juste ton scalpel et ton doigt. Lui, l'enfant à gauche, c'est celui qui a reçu la dernière ampoule de morphine dont je vous parlais. Et à droite, c'est typiquement le type de patient. En fait, on se pose toujours la question pourquoi on a tant de femmes et d'enfants. Mais il y a une explication assez simple, c'est qu'en journée, souvent les hommes cherchent de l'eau, du bois, de la nourriture. Ils parcourent des distances incroyables pour essayer de trouver de la nourriture pour leur famille qui, eux, essayent de se mettre à l'abri dans les maisons. Et quand vous avez une maison qui est détruite, il n'y a que des femmes et des enfants dedans. Et ils arrivent dans cet état-là. Et quand il y a ce type d'arrivage, c'est pas 1 ou 2 blessés, c'est 50, 60, 100 qui arrivent les uns après les autres. Ils n'arrivent même plus en ambulance. J'étais encore surpris de voir des ambulances. À la limite, en avril dernier, il y avait des ambulances, mais en décembre, on n'avait plus d'ambulance.
Les gens, ils les mettent sur des chariots tirés par des ânes, où ils les portent sur leur dos. Donc il y a un temps, lorsque vous entendez le F-16 qui bombarde à côté de l'hôpital, on sait que dans les 20 minutes, ils vont arriver. Donc on se prépare, on retire les lits. Les lits, il n'y a plus de matelas, ils ne servent à rien, donc on retire tous les lits et on les met par terre, on crée des zones dans les urgences, et là on les attend. Et on entend le gardien qui nous prévient en disant « ils arrivent », et là ils arrivent, et vous les voyez qui tirent des corps pendant 3-4 heures. Et au bout de quelques heures, vous vous rendez compte que vous ne gérez plus rien. C'est le chaos. Lors de la dernière mission en décembre, on était 3 médecins avec 2 infirmiers par médecin. Donc on aurait l'impression que ça allait, mais il y avait des centaines de patients allongés au sol. La salle d'op, il n'y a pas de salle d'opération. Donc il fallait garder ces gens vivants jusqu'au lendemain matin, 8 heures. Donc c'est juste impossible en fait. Donc vous en sauvez très peu. Très peu. Et vous en soulagez pas finalement, parce que vous rationnez vos anesthésiants et vos morphiniques pour ceux qui ont une réelle chance. Et vu que les adultes ont conscience de la situation, ils ne crient pas tellement. Mais les enfants crient. Moi, j'ai vu encore cette image d'un enfant de 3 mois qui arrivait qu'avec le tronc, donc les jambes décapitées. Lui, c'est le docteur Afaf à gauche, un médecin de la Réunion, avec qui j'étais en décembre. J'avais pris en photo ce chariot qu'ils avaient bricolé. En fait, c'est juste une sorte de bac. Et ils avaient mis une barre métallique avec des roues pour déplacer cette petite fille. Ça, c'était à l'hôpital El Ahly. Les urgences de El Ahly ont disparu il y a un mois. Toutes les urgences ont été détruites. Donc quand vous détruisez des urgences, vous condamnez des milliers de personnes. Déjà, les urgences, sans être détruites, le travail est infernal. Donc sans ces urgences, je ne comprends pas en fait comment... Le dernier espoir, en fait, on le raye. Et là, ça veut dire que les gens se font bombarder, ils brûlent et on ne sait pas où les mettre. Parce qu'à la limite, les urgences, c'était l'endroit où on amenait les gens. Et là, il n'y a plus. Au nord, il n'y a plus. Kamel Radouane a disparu, El Ahly a disparu, Shifa, ça fait longtemps. Les urgences de l'hôpital européen, la semaine dernière, détruites avec toutes les salles d'opération. Et après, on est encore aujourd'hui en train de voir à la télé des gens dire est-ce qu'on peut utiliser le mot génocide. C'est une honte. Le docteur sera avec nous à la marche aussi, il a confirmé qu'il viendrait aussi avec nous à la marche. Le docteur Afaf, oui, il sera avec nous. Cette image, j'allais dire, car c'est un père et son fils. Son fils hurlait de douleur et son père hurlait. Il ne pouvait même pas réconforter son fils. Mais ils ont survécu. Enfin, ils ont survécu. En tout cas, en décembre, ils ont survécu. Aujourd'hui, on ne sait pas. Des enfants, encore des enfants, toujours des enfants. Les équipes médicales là-bas font un travail extraordinaire. J'ai rencontré des gens qui sont... En décembre, ça faisait 400 jours que mon collègue et médecin faisait 8h, 15h dans une urgence, 15h, 8h du matin dans l'autre, pendant 400 jours non-stop, sans être payé, bien sûr. Il était squelettique, mais il avait le sourire. Sa fille est née le 6 octobre. Il l'a envoyée dans le sud, et lui, il a travaillé pendant 400 jours. Aujourd'hui, ça va faire 500 jours. Même plus. Tout en haut à gauche, on a flouté l'image, c'est une fille de 15 ans à qui j'ai coupé la jambe sans anesthésie. Alors on n'a pas flouté comme il faut parce qu'on voit quand même le pied. Mais cette fille avait 15 ans. Et celui à droite, alors voilà, c'était difficile de flouter parce qu'il était carbonisé. Il est décédé. Le pire, c'est quand ils arrivent en vie. Parce que quand ils arrivent dans cet état, il y en a plein qui arrivent comme ça. Il y en a plein, tous les jours, des dizaines. Quand ils arrivent et qu'ils sont encore vivants, au fond, toi, tu es dégoûté. Parce que tu te dois d'essayer de le sauver. Tu espères en fait qu'ils meurent vite.
Quand tu commences à penser comme ça, c'est qu'il y a un problème. Car tu sais qu'il va souffrir, et qu'il va mourir. Parce que des gens comme ça, leur chance de survie, elle est de 0,1%. Parce qu'ils finissent par s'infecter, ils n'ont aucune chance. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? On peut pas, on est obligé d'essayer. Et cet espoir-là, il est extrêmement frustrant. Parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a pas de matériel, il n'y a plus de compétences médicales. Il n'y a rien. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien. Et à chaque fois, à chaque mission, je me dis que ça ne peut pas être pire. À chaque mission, c'est pire. À chaque mission, quand je reviens, je demande des nouvelles de telle personne, il est mort. J'avais pris une photo avec toute une équipe en avril. Et en décembre, sur toute la photo, il y avait environ 60% qu'on pouvait rayer. Mort, emprisonné. Et les gens disent, lui, ça va, il est mort. Mais l'autre, il est emprisonné. Donc leur grande peur, en fait, c'est d'être emprisonné. Parce qu'ils vous font subir les choses. Des témoignages que j'ai entendus, moi, de mes collègues qui sont partis en prison des mois. Et à la sortie de la prison, ils sont repartis directement bosser à l'hôpital. Mais ce qu'ils m'expliquaient là-bas, c'est inhumain. C'est inhumain. Et d'ailleurs, on n'a pas l'impression, en fait, quand vous êtes là-bas d'urgence, vous n'avez pas l'impression que ce sont des êtres humains qui font ça. C'est bizarre, c'est difficile à expliquer, mais on a vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur. Ce sont des créatures qui essaient de nous massacrer. Parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'être humain, voir un nourrisson dans cet état et vous dire c'est un homme, un être humain qui a fait ça. C'est pas possible. Il n'est pas humain comme moi, je suis être humain, c'est pas possible. Donc on se persuade qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de démoniaque. Ça, c'était la troisième mission. Les enfants, quand ils vous voient arriver, ils sont... En fait, ils s'attendent à ce que vous soyez une sorte de protection pour eux, car ils pensent que quand vous êtes à l'hôpital ne va pas être attaqué. Parce qu'on a des médecins américains avec nous. Et c'est vrai, à juste titre, quand on est dans un hôpital, il est préservé. Mais ce qui s'est passé en juillet, c'est qu'on a été forcé d'évacuer, et 2 heures plus tard, ils ont attaqué l'hôpital. Donc c'est un faux espoir, en fait. Lui, je le trouvais tellement mignon, je me suis dit, je vais prendre un photo. Avec ses beaux yeux. Vous connaissez tous cet homme. Chaque fois que j'y allais, je me disais, j'espère le rencontrer. Parce qu'en fait, il a donné une image du barbu, avec le turban, différente. Parce qu'on a tous eu cette image, même moi, alors que je suis musulman. Je me disais, oh, barbu, avec un turban, terroriste, voilà. Et lui, il a montré une image différente, il a montré vraiment ce qu'était l'amour, avec sa petite rime. Et en décembre, alors que j'étais aux urgences d'El Wala, à El-Aqsa, l'hôpital El-Aqsa, on quittait le centre pour se diriger à Gaza City. Je tourne ma tête à droite et je le vois. Et quand je l'ai vu, je ne l'ai pas lâché. Et une semaine plus tard, j'apprends qu'il est mort. Finalement, il a rejoint sa petite rime. C'était quelqu'un de très très doux. Hein. Très très doux. Et quand je le prenais dans les bras, j'avais l'impression d'être un enfant, un nourrisson dans les bras de son père. Il dégageait une énergie incroyable. Incroyable. Alors les médecins devenus cibles, ça fait longtemps qu'ils sont des cibles. J'avais rencontré un jeune médecin de 23 ans en avril et je l'ai revu en décembre, donc je ne l'avais pas vu depuis des mois. Et donc je me presse de lui demander des nouvelles de sa famille, il me dit tout va bien, Dieu merci, on a tous survécu, donc très content, on passe une bonne journée malgré beaucoup de travail. Et donc moi je faisais le même rythme que mon collègue, 8h-15h, dans un bâtiment annexe de Chifa, de ce qui restait. Et ensuite je repartais aux urgences de El Ahly, et donc à 15h je lui dis, alors je te dis à demain, demain on se revoit et puis on fera la journée ensemble, et je pars faire la garde de nuit. Et à 2h du matin, on entend F16, ça va arriver, et je le vois lui, en fait, arriver avec toute sa famille.
et sa famille était en miettes. Et c'est une famille de médecins. Ils sont tous médecins dans la famille. En fait, c'est des gens très cultivés. C'est des gens qui poussent à faire des études. Et vous avez des familles de 10, 12 personnes où il y a 8 médecins. Et sa famille a été spécifiquement ciblée pour ça, car son père était un grand professeur en néphrologie. Et ils les ont tous massacrés. Et lui, il est arrivé, il était encore vivant et je ne l'ai pas reconnu. Et ça a été très dur de le voir dans cet état. Enfin, le docteur Hassan, je pense que si vous avez suivi, vous connaissez tous cet homme, c'est un héros. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui en avril. C'était le directeur de l'hôpital Kamel Redouane. Et c'est pas le type de directeur dont on peut... C'est pas le type de directeur qui est dans son bureau et qui signe des papiers. Ce médecin-là, dès qu'il y avait un arrivage de patient, il était à genoux avec vous, en train de faire de la réanimation, couvert de sang. Tout le temps, en train de passer. Il est pédiatre, mais il était dans tous les départements en train d'essayer d'aider. C'est ce même médecin qui a appelé le monde à l'aide pendant des mois, en septembre dernier, septembre et octobre. Il avertissait que l'hôpital avait encore 150 blessés aux soins intensifs et que l'armée allait rentrer. Il a appelé le monde à l'aide désespérément tous les jours, personne ne l'a écouté. Ils lui ont demandé d'évacuer où il tuait son fils. Il a dit « j'abandonne pas mes patients ». Ils ont tué son fils devant lui, d'une balle dans la tête. 17 ans. Et il y a une vidéo où il prie sur son fils, ils l'ont enterré dans la cour de l'hôpital. C'est un héros, cet homme. Et aujourd'hui, il est dans les prisons israéliennes. C'était lui à gauche. C'est vraiment le genre de personne qu'il faut rencontrer. À gauche, ici, vous avez un hôpital, ce qui était un hôpital. Donc c'est pas moi qui ai pris la photo de travers, c'est vraiment l'immeuble qui est penché, complètement ravagé. Ça, c'était en avril. Hein. Ça, c'était il y a 1 an. D'accord ? Il y a plus d'1 an déjà, les hôpitaux étaient déjà ravagés. Et ici à droite, c'est dans la cour de l'hôpital Shifa, ce même hôpital qui est devenu une grande morgue. Il y a des tombes, des tombes qui ressemblent à ça. Il y en a partout. Et ça sent la mort dans tout l'hôpital. Partout où vous allez, vous devez faire attention où vous marchez, car vous marchez sur des corps, en fait, à semi-ensevelis. J'ai discuté avec le directeur de l'hôpital en lui disant ne reconstruisez jamais cet hôpital, qu'il soit le symbole de la honte. Parce que pour détruire un hôpital comme ça, et ensuite se poser la question, est-ce un génocide ? Ça, c'était les derniers jours de notre mission au mois de décembre. Il y avait certaines photos que je trouvais assez belles, comme celle-ci en bas à droite. Vous voyez un soldat israélien marcher sur le livre des droits de l'homme. Ou alors cette belle peinture ici en bas à gauche. En haut à gauche, c'est des enfants. Vous voyez tous les jours des enfants traîner dans la rue, en fait, et ramasser du bois. Ils passent leur journée à faire ça. 1 kilo de bois, c'est $5. Une pomme, c'est $15. Une tomate, c'est $15. Ça, c'est les prix de Gaza. Car il y a des profiteurs de guerre qui, bien sûr, en profitent. L'aide humanitaire ne rentre pas. Les seuls camions qui entrent, c'est des camions de marchandises vendus par Israël. Vendus à des grossistes palestiniens qui, derrière, revendent ça une fortune. Les profiteurs de guerre. Alors que derrière ce mur de Rafah, il y a des milliers de camions de nourriture en train de pourrir au soleil. C'était un moment où on essayait un peu de s'évader. Voilà, je crois que c'est la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, je me suis beaucoup répété, vous savez. J'ai témoigné plein de fois. Et souvent, quand on m'appelait pour faire une conférence, je demandais mais pourquoi ? On me demandait pour sensibiliser. Et je dis mais est-ce qu'il faut encore sensibiliser ? Et si les gens ont encore besoin d'être sensibilisés, après tout ce qu'il y a dans les réseaux, c'est pas de l'IA, c'est pas des fausses vidéos qu'on voit, c'est vraiment des vrais corps. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser ? Aujourd'hui, c'est plus le moment de sensibiliser ou autre, c'est le moment d'agir.
Il faut arrêter de parler, de penser, de condamner. Il faut vraiment agir, faire quelque chose de concret.